Qu'est-ce que t'ont appris les femmes de ta vie? Ouf. Chaque interaction avec un être humain, c'est une occasion d'apprendre quelque chose sur soi et sur l'autre et d'évoluer. Il y a une autre phrase qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Mon père, il m'a dit ça au moment où il partait, où il quittait ce monde. Moi, je lui ai dit « j'ai enfin compris une phrase que tu me disais souvent, même mes erreurs, je les ai faites avec mon cœur ». Pour moi, les plus grands artistes, c'est ceux qui sont le plus uniques. Ouais. C'est pas forcément les plus talentueux, mais en fait, leur talent, c'est d'être unique. Je crois que c'est la meilleure interview que j'ai faite de ma vie. Mais non. Alors, ça, c'est vraiment un honneur. Bah oui, mais parce que... Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Arkema. Aujourd'hui, on accueille Rox dans Appelle ton baveux. C'est un format dans lequel on va décortiquer ses phases. Il va devoir faire appel à son côté convaincant et nous expliquer le choix de ses mots. Rox, bienvenue. Salut, merci. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Bah, partagez. Toi, ça fait plus de 30 ans que tu rappes. Ouais. T'es une figure emblématique du hip-hop genevois. T'as commencé ta carrière en binôme avec Jonas, sous le nom du duo. Exactement, ouais. Tu as aussi beaucoup œuvré pour la scène militante, en développant notamment au Goulet, qui est un lieu historique pour le hip-hop genevois qu'on n'a malheureusement pas connu, dû à notre jeune âge. Par la suite, tu as continué à évoluer seul, musicalement, mais tu as mis aussi ton amour du rap au profit de la culture et de la jeunesse, en mettant en place, si on ne se trompe pas, les premiers ateliers rap à la maison de quartier de la Jonction, et en organisant aussi des concerts pour la jeunesse. Et bah, aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir. C'est une preuve de plus que tu es toujours et encore un grand passionné et que tu es aussi toujours connecté et intéressé et ouvert à la nouvelle génération. Complètement. Donc, ouais. Merci pour ta confiance. Ben, merci pour la vote, c'est cool. Content d'être là. Tu viens tout juste de sortir il y a 3 jours Souvenance, ton nouveau projet de 7 titres. Comme on est dans Appelle ton baveux et que c'est un format dans lequel tu es l'avocat de ton art, on va commencer par te demander de nous expliquer en quelques mots quelle est ta démarche dans ce projet-là. Je suis mon propre baveux, c'est ça? T'es ton propre baveux, c'est ça le concept. Ah, je vais m'appeler. Voilà. Ma démarche. Ma démarche, c'est une démarche de passionné. Je consomme énormément de musique, pas que du rap, mais beaucoup de rap américain. Et comme tu disais, j'essaie de vraiment garder un œil attentif sur la scène locale, les nouvelles générations, parce que ça a tellement poussé comme des champignons. C'est impressionnant. Ouais. C'est le fruit de votre passion, finalement. Ouais, aussi. Exactement. C'est la suite logique. Ma démarche, en fait, et ça rejoint ce que tu disais avant, c'est vraiment une fusion entre l'humain et l'artistique. Moi, mon artistique, il reflète tout ce que je vis comme expérience humaine. Donc j'aime beaucoup les voyages, les rencontres, je me nourris de ça. Et après, c'est d'écrire, de créer. Là, ça fait que s'intensifier. Le rythme, il est vraiment intense en ce moment. Beaucoup d'écriture. Et aussi, beaucoup de projets collaboratifs. J'ai pas mal de featuring sur mes albums. Ouais. Et là, j'ai de plus en plus d'albums, mais où je suis plus seul. C'est soit avec d'autres MC, soit avec des beatmakers uniques. Et ça devient vraiment un album commun, en fait. On a vu que tu as collaboré jusqu'au Québec sur ce projet-là, notamment. Ce qui est intéressant, c'est une belle connexion. Ouais, et là, de plus en plus, j'en reviens. Et j'ai encore rencontré d'autres personnes là-bas. Donc moi, mon contact, c'est Monkey, qui est un rappeur et graffeur de là-bas. Vraiment quelqu'un de très talentueux, très humain. Pour moi, il incarne l'artiste, il est graffeur, il design ses propres vêtements. Incroyable. Il est incroyable, ce gars, très inspirant. Et du coup, il m'a présenté un peu tout son cercle d'amis dans la musique. Donc, il y a eu plein d'autres collaborations qui sont passées. Le Québec, là, je suis très content de ce pont qui a été créé. Écoute beaucoup de rap américain. C'est vraiment mon background musical principal. Le Canada, c'est l'Amérique du Nord, donc le Québec, il est entre autres francophone. C'est vraiment bilingue, surtout Montréal. Mais voilà, il y a quand même cette grande influence américaine. Ouais, donc, ils sont très connectés à cette culture. Donc ça se ressent dans les flows, dans les styles vestimentaires. C'est un moyen de se rapprocher de la culture américaine en gardant le français quand même un petit peu. C'est ça, c'est ça. Ça ressemble à Genève dans le sens
que c'est très multiculturel. Donc tu as aussi des communautés qui sont très fortes là-bas. Je pense aux Haïtiens, par exemple. Ce que mon Kim disait, c'est que les Haïtiens, par exemple, dans le paysage rap, c'est vraiment eux qui tiennent le bateau depuis 30 ans. Celui qui est au top va tout le temps être de cette communauté, mais tu as plein d'autres communautés représentées aussi. Donc il y a vraiment un brassage culturel hyper riche. Ouais, et puis musicalement parlant, c'est super intéressant aussi, du coup. Entre l'influence des États-Unis, l'influence d'Haïti et puis de toutes les autres cultures qui... Et là, on parle de rap, mais justement au sens plus large, j'ai rencontré une chanteuse d'origine haïtienne et elle a repris du Aznavour en créole. Incroyable. C'est incroyable. J'aimerais bien écouter ça. Elle s'appelle Rebecca Jean. Rebecca Jean, ok. Je noterai après. Très, très talentueuse. Trop bien. Moi, je sais que je m'étais un peu intéressée à la scène rap québécoise à l'époque des Rap Contenders parce qu'il y avait cette connexion-là, justement, où ils faisaient des battles croisés. Mon pote Monkey, chez qui j'étais, lui, il a fait ça. Je sais pas si tu vois qui c'est. Mais il faut, si tu montes sa tête ou le battle, c'est sûr que je l'ai déjà vu. Parce quand il est venu à Genève, il y a des gens qui disent « Mais tu me dis quelque chose ?» Et lui, il a dit « Mais tu m'as peut-être vu dans les Rap Contenders. » Il est 3 fois champion québécois aussi de End of the Week. Ouais, incroyable. Mais ça donne envie de s'y intéresser. Mais c'est comme une configuration d'oreille. Moi, au début, j'avais de la peine. L'accent, il me bloquait. Et du moment que je l'ai dépassé, franchement, j'ai plus de plaisir même à les écouter eux que certains Français. Comme tu disais, il y a des flows plus américains. Mais je pense qu'on peut télécharger un logiciel dans son cerveau, tu vois. C'est genre le temps d'adaptation à capter comment ça fonctionne. La mise à jour est en cours. Ok, c'est parti? Ouais. Alors... Première phase, du coup c'est marrant parce que tu as un petit peu déjà répondu à cette question naturellement, mais je vais quand même la poser. Dans Amen, Amin, Amina, tu dis « Chanteur paraît-il, être humain derrière l'artiste ». Dans ta ville, chanteur paraît-il, être humain derrière l'artiste, fils de Suzanne et Giovanni, enfant de Genève. On voulait te demander, c'est quoi la différence entre Rox et Eric? Et justement, le but de notre média à nous, c'est de mettre en lumière l'humain derrière l'artiste. Donc on voulait savoir auquel des deux on s'adressait aujourd'hui. C'est une très très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, tu t'adresses aux deux parce qu'ils sont indissociables. Rox, c'est vraiment le personnage public. J'ai un peu ma carapace. Il y a un côté drôle, il y a un côté spirituel, mais il y a un côté un peu street, très rap. Eric, il est beaucoup plus... difficile à saisir, beaucoup plus sauvage, presque timide en fait. Rox, c'est le contraire, il est extravagant. Mais quand je me présente publiquement, il y a forcément les deux parce que l'un et l'autre font qu'un, quoi. C'est vrai que, surtout depuis toutes ces années, je pense que le personnage nourrit l'humain et l'humain nourrit le personnage, forcément. C'est ça. Ok. Est-ce que tu dirais que Rox, parfois, il protège Eric ? Vu que Eric est plus, comme tu dis, vu que ton humain est plus timide et plus réservé, moins facile à cerner. Ouais, alors il le protège, c'est un bon mot. On va dire, il met une forme de distance aussi. Parce que quand tu es quelqu'un d'hypersensible comme moi, d'être dans la foule et tout d'un coup d'être super sollicité, tu reçois aussi plein de compliments ou des critiques. Et puis ça peut être envahissant. Donc des fois, Rox, il pose, il met un peu cette distance humaine qui peut être pris pas pour de la prétention, mais voilà, pour un peu une forme de distance. Mais en vrai, c'est Eric qui protège Rox, parce que Eric réfléchit à ce que Rox fait. C'est vrai. dans mes choix musicaux, artistiques aussi, donc c'est vraiment un échange entre ces deux personnages. Une collaboration qui fonctionne. C'est ça. le featuring originel, c'est ça. Exactement. Magnifique. Dans Palmeraie, tu dis « C'est mon cœur qui saigne, dis-moi qui ne souhaite pas une vie plus saine, mes erreurs m'enseignent surtout l'humilité. C'est mon cœur qui saigne, dis-moi qui ne souhaite pas une vie plus saine, mes erreurs m'enseignent surtout l'humilité, dans mes yeux l'humilité, mais j'ai su militer, surmonter ma timidité maladive. » Pourquoi est-ce que la première leçon que tu apprennes tes erreurs, c'est l'humilité? Parce que je pense qu'on est vachement... Enfin, je vais parler en je. Je suis vachement dominé par l'orgueil et l'ego. Ok. Et en fait, ma première réaction face à une épreuve difficile de la vie, ça va être la colère, ce sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Et puis lui, elle se prend pour qui? Et en fait, si je retourne ça, justement, dans l'humilité de me dire non, mais c'est un cadeau, moi j'ai quelque chose à comprendre de ça.
je fais pas tout juste. Certes, telle ou telle personne est en tort et j'ai des choses à lui reprocher, mais moi, je suis pas tout blanc non plus. Donc, oublie les autres maintenant, ressens-toi sur toi, qu'est-ce que toi, tu peux faire mieux. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est l'opportunité de recevoir une leçon de ces erreurs-là. C'est ça que tu vois comme de l'humilité. Ouais. Ok. Pour moi, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Bien sûr, ouais. Et de l'ego. C'est ça. Donc, si je sors de cet orgueil et cet ego, ben là, je me reconnecte à mon vrai moi et je peux apprendre quelque chose. Tant que je suis dans l'orgueil, l'ego ou la colère, en fait, je vais être à chaud dans l'émotionnel. Je vais pas, comme on dit, le nez dans le guidon. Ouais. Je vais pas voir ce qui se passe. Ouais, je vais être dépassé par les émotions. Palmeraie, c'est un morceau que j'ai écrit vraiment avec des... D'ailleurs, je parle des larmes. Je l'ai écrit vraiment dans un état d'extrême tristesse. Je cherche un mot là qui m'échappe. Détresse. Extrême tristesse, extrême détresse. Donc ça a vraiment été exutoire en fait. Cette détresse, elle était due à quoi? Alors c'était pas une rupture sentimentale, mais plutôt un refus d'avance. Okay. Il y avait quelque chose de l'ordre amoureux, affectif, et avec une forme de ce que j'ai pris pour un rejet. Ouais. Mais en fait ça a fait résonner plein d'autres choses, un peu comme si... il y a eu toute une période où j'ai pris les choses, j'ai pris sur moi, j'ai emmagasiné, puis là ça a été la petite aiguille qui a percé le ballon et voilà, j'ai pu lâcher et ça m'a fait extrêmement du bien. Et je suis très content d'avoir pu faire ce morceau, que ce morceau ait découlé de ça en fait. Et dans les retours que j'ai, je pense que c'est un qui a particulièrement touché les gens parce que forcément il est plus intime au niveau du texte. Et puis c'est intéressant parce que tu parles de la dualité entre l'ego et l'humilité. Et je pense que justement le fait de prendre une rupture ou une mise à distance amoureuse comme du rejet, bah ça c'est l'ego qui, je pense, qui nous fait prendre ça comme ça. Et l'humilité, elle nous ramène à pourquoi on en souffre, pourquoi est-ce qu'on se sent rejeté, pourquoi l'autre nous a rejeté peut-être aussi, même si rejeté c'est pas le mot, mais mis à distance. Il y a un artiste qu'on a interviewé récemment qui disait que quand on est dans l'ego, on pense pas aux autres. Et du coup c'est ça qui fait que les émotions, elles sont ces émotions très égocentriques comme la colère justement. Dans Palmeraie toujours, tu dis « Je suis impatient et passionné, c'est comme ça que souvent les occasions me passent sous le nez ». Mes amis sont unanimes, certes. Je suis impatient et passionné. C'est comme ça que souvent les occasions me passent sous le nez. Je trace. Quand tu regardes ton parcours musical, est-ce que tu dirais que tu as des regrets sur certains choix ou certaines occasions manquées? Des occasions manquées, pas tant. Des regrets, non plus. Je pense que j'ai commencé à me professionnaliser sur le tard. Ok. J'étais focus sur l'artistique, en faisant abstraction de tout le reste. Donc c'est comme si, je vais dire que pendant des années, j'étais doué en écriture et en rap, mais très mauvais en com. Là, j'essaie vraiment de faire ce boulot de m'auto-promotionner, justement de contacter les médias, de me tenir au courant, et ça, c'était nécessaire. Donc c'est pas un regret, c'est plus un constat. Que ça a été fait tard. Ouais, voilà. Mais je pense que pour votre génération de rappeurs, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y a vraiment eu... Alors, il y a toujours eu l'importance de la représentation des médias, mais aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur qui est démesurée comparée à l'artistique parfois. Et du coup, je pense que c'est dur de trouver l'équilibre là-dedans. Et je pense, je sais pas, à toi de me dire, est-ce qu'il y a une forme de résistance au début, en mode pour moi, c'est l'artistique qui prime? Non, pas tant, plutôt d'impuissance ou d'incompréhension. Okay. C'est comme, waouh, c'est tellement vaste, il y a tellement à faire. Et en tant qu'artiste indépendant, on a nos propres structures, nos propres labels. Et en fait, si tu regardes une grosse maison de disques, c'est une entreprise avec plusieurs corps de métier, avec toute une équipe. Et en fait, nous seuls, on gère tous ces rôles-là. Donc en fait, voilà, rien que le community management, mais ça prend un temps fou. Et moi j'ai du plaisir à le faire, j'ai appris à le faire et j'ai du plaisir à le faire. Mais c'est sûr qu'on démultiplie les tâches. Bien sûr. Et les compétences aussi du coup. Ouais. L'écriture, l'organisation, des séances de studio, les mix, vraiment on est capitaine de nos propres navires sur plein de fronts. Après, j'essaie vraiment pas d'être dans le regret, mais
en me disant ce que j'aurais pu mieux faire, moi je me serais encore plus exporté. On l'a pas mal fait au niveau local en Suisse, mais je me serais plus jeune, plus exporté en francophonie. On l'a un peu fait en France, un peu en Belgique, mais je vois qu'en fait, ce qui fait la différence avec les nouvelles générations, qui commencent vraiment à monter, ben c'est ça en fait, c'est cette reconnaissance à l'extérieur. Je pense que la raison, c'est ce que je te disais avant, c'était un peu le manque de structure. Tu vois, je me disais pas, j'ai pas suffisamment le recul pour me dire c'est ça dont j'aurais besoin pour me développer. J'étais auto-centré, comme envahi par l'artistique et pas avec la vision globale de ce qu'il faut faire en fait pour mieux, pas forcément vendre, mais on va dire partager la musique. Ok, intéressant. C'était plutôt ça la question. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir de regrets, mais c'est plus une sorte d'analyse de parcours, de qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Peut-être à prendre comme conseil aussi pour les nouvelles générations. C'est intéressant de puiser de votre savoir. Et par rapport à ta question dans Palmeraie, quand je parle d'impatience et du fait que je suis passionné, c'est pas forcément une phrase qui est liée à l'artistique. Là, je parle plus au niveau Eric, au niveau personnel dans mes relations interpersonnelles, où justement, comme on disait avant, beaucoup dans l'ego, dans les émotions, il faut que tout aille vite, et justement là, tu peux avoir des déceptions et des occasions des portes. C'est plus dans ce sens-là que j'ai écrit ça. Dans Amen Amin Amina, tu dis « La mort rôde autour de nous, on vit et on renaît, on trie et on connaît, on prie et on se remet au Très-Haut. C'est le cycle du sapiens jusqu'à ce que nos âmes s'apaisent. » La mort rôde autour de nous, on vit et on renaît, on trie et on connaît, on prie et on se remet au Très-Haut. C'est le cycle du sapiens jusqu'à ce que nos âmes s'apaisent. Amen. Très belle phase déjà. Merci. On se demandait, est-ce que toi tu vois la vie comme une parenthèse ou comme un voyage en lui-même? J'aime beaucoup tes questions. Nos questions. Une parenthèse ou un voyage en lui-même? Pour moi, c'est les deux. Il n'y aurait pas un qui primerait sur l'autre. C'est une parenthèse parce qu'il y a un avant, il y aura un après. Même si on ne s'en rappelle pas du avant et on ne connaît pas le après. Donc ça, c'est le côté parenthèse. Et un voyage en lui-même, bah, forcément. Après, tu as remarqué, mes textes, ils tournent beaucoup autour de cette thématique, de l'intérieur, de l'ego, du dépassement de soi, des émotions. De la croyance, de la foi, de l'humain, de la vie. Donc pour moi, c'est les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Non. Ok. Parce qu'il y a parfois... C'est un voyage parenthèse. Ok. En fait. Souvenance qui vient de sortir, c'est le premier volet d'une trilogie. Ok, donc on est complètement dans ce concept de parenthèse. Il y a un début, un pendant et une fin. Et on ne sait pas forcément quand ça commence, quand ça se termine. On voulait te poser cette question-là parce que je pense que parfois, il y a une manière de penser qui va bloquer l'autre. Moi, j'ai déjà pu parler avec des gens qui voyaient vraiment la vie comme une parenthèse. C'est souvent amené par les croyances d'un avant et d'un après, justement. Et qui, du coup, avaient parfois même une tendance, selon mon avis très personnel, et ça n'engage que moi, à passer à côté du voyage, du coup. En se disant... Alors oui, j'ai certaines choses à faire et un certain comportement à tenir sur Terre, mais finalement, c'est pas ça qui compte. C'est plus l'après. Voilà. Et moi, j'ai mon type de croyance qui me fait croire en un après aussi, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de profiter du voyage. Et je pense que justement, l'après dépend énormément du voyage actuel. Et voilà. Donc je trouve intéressant d'en discuter et de savoir... Après, c'est très... philosophique et spirituel ce dont tu parles, parce qu'en fait, de nouveau, nous on voit ici en Occident beaucoup le temps comme linéaire, et dans d'autres cultures et civilisations il est cyclique. Et en fait, justement, ce temps il n'est pas figé, ça veut dire que à des périodes de sa vie, on va revisiter son passé. Complètement. Tu vois, par des souvenirs, par des introspections, et à des moments on se projette dans le futur. Donc en fait, on est tout le temps dans l'avant, le pendant et l'après. Enfin, on n'est pas tout le temps, mais on est en alternance dans...
Est-ce que toi, tu es partisan de ces allers-retours-là ou est-ce que tu penses qu'il faudrait réussir à être ancré dans le moment présent? Mais en fait, même quand tu revisites ton passé, tu es ancré dans le moment présent. Quand tu te projettes dans le futur aussi, c'est pas en opposition. Non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord que le présent, pour moi, il n'existe pas sans le passé et le futur, je trouve. Ou alors, de façon extrêmement fragile, parce que ce qui compose qui on est, c'est quand même notre passé. Après, ça peut être, si on parle de vie intérieure, mais en tout cas, notre histoire personnelle. C'est ça qui construit qui on est aujourd'hui. Et puis, ce qui nous fait avancer dans l'instant présent, c'est généralement une partie de projection pour le futur. Si on mange, c'est parce qu'il faut qu'on soit en vie dans 2 semaines. Enfin, voilà, il y a quand même une certaine logique là-dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est lié. Après, oui, bien sûr, l'importance de vivre l'instant, d'être concentré en fait dans tout ce qu'on fait, c'est très très important. C'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans les textes, le concept du temps et du moment présent. J'ai d'autres chansons, d'autres albums qui sont vraiment entièrement consacrés à ce thème-là. C'est des thèmes qui me sont chers, en fait. Ça se voit. Et ça nous parle beaucoup aussi. Je pense qu'en fait, il faut être connecté à son passé et à son futur en termes de compréhension et d'acceptation. Mais il ne faut pas que ça nous hante ou nous tourmente. Là, si ça nous hante et nous tourmente, ça va nous décrocher complètement de l'instant présent et du coup avoir des conséquences sur les deux. Ce que ça indique, c'est qu'il y a encore du travail dessus à faire. Bien sûr. Enfin, il y en a toujours. Il y en a toujours, je crois. D'être un travail conséquent. Ouais. Si ça nous hante et nous tourmente. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je trouve carrément que cette volonté-là de trop être dans l'instant présent, après, de nouveau, c'est super personnel, hein, mais cette volonté-là d'être... par exemple, d'accéder à une forme de méditation qui est ultra pure, d'être constamment dans le moment présent. Moi, personnellement, je crois que ça ne m'intéresse pas à ce point-là. Je préfère être en paix avec la multiple connexion que complètement focus sur une chose. Il y a un adage que j'aime bien qui dit que les actes, ils valent par les intentions. Donc moi, je pense que si tu as l'intention d'être dans le présent, tu le seras même quand tu n'as pas choisi de l'être. Parce que c'est ton intention première. C'est vrai. Donc tout d'un coup, tu es concentré sur quelque chose, tu penses à des choses qui te préoccupent et boum, il y a un magnifique, une éclaircie dans le ciel et là tu es complètement dedans, mais c'est pas mental, ça se fait naturellement. Bien sûr. C'est parce que dans ta vie en général, tu as l'intention d'être... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois bien. La vie peut nous apporter un arc-en-ciel, encore faut-il savoir le regarder, c'est un peu ça. Parce qu'on dit chasse le naturel et revient au galop, et des fois de trop mettre le focus sur quelque chose, tu l'éloignes de toi en fait. Et de laisser venir naturellement, tu te rapproches. C'est vrai. Dans Lune, au-dessus de Médine, tu dis « T'observes la foule qui déambule de jour comme de nuit. L'amour est un bruit, un silence intense dans ce brouhaha. » Lune au-dessus de Médine, t'observes la foule qui déambule de jour comme de nuit. L'amour est un bruit, un silence intense dans ce brouhaha. Devenir chat pour sortir du trou-à-rats. Pourquoi est-ce que tu penses que l'amour peut être à la fois un silence et un bruit? Alors, je vais commencer par le silence, dans le sens de quelque chose d'intérieur, d'intime, de secret, de soi à soi, avant de le partager avec l'autre, et un bruit dans le sens explosion. L'intensité. Ouais, d'intensité, d'émotion. Par silence, tu penses pas du tout à la paix? Si, bien sûr. Ouais. Complètement. Ok. Moi, c'est ça que m'avait évoqué le silence. Et je parle de foule et de brouhaha. Il y a des années, je pense que c'était même un de nos premiers morceaux avec Jonas dans le duo. On avait un morceau qui s'appelait Seul dans la foule. Et justement, par des voyages récents, j'ai pu me retrouver dans des lieux saints, des lieux de pèlerinage où il y avait des milliers, des milliers de personnes. J'ai jamais vu autant de monde. Et tu peux te sentir très seul. C'est vrai. Entouré, il y a Nekfeu aussi, il parle de ça dans son documentaire Les Étoiles Vagabondes, où il dit à un moment, il n'y a jamais eu autant de monde autour de moi, je me suis jamais senti seul. Ça, c'est le début du reportage, et il finit par il n'y a jamais eu autant de monde autour de moi et je me suis jamais senti autant entouré. Donc voilà. Comme quoi, ça dépend que de l'intérieur. C'est des allers-retours.
Donc en harmonie avec le mouvement. Très bien. En quête d'harmonie avec le mouvement. En quête d'harmonie. La vie est une quête. Non pas un combat, mais une quête. Ça peut être un combat. Tout est une question d'intention. C'est vrai, c'est vrai. De verre à moitié plein, à moitié vide. Si on voit le verre à moitié vide, on va être dans un combat. Si on accepte ce qui est, on va plus être dans la paix. Et dans une quête. Et la reconnaissance. C'est vrai. D'où vient le titre de ton projet et l'idée de la cover? Le titre, il vient... En fait, comme j'expliquais, ça fait partie d'une trilogie. Et souvenance, ça serait la traduction du mot arabe qui s'appelle zikr et qui est le rappel. Souvenance, donc, c'est un mot français, de vieux français. Oui. C'est l'acte de se souvenir. Exactement. Là, du point de vue soufi spirituel, c'est des pratiques, c'est pas que des concepts. C'est comme dans le bouddhisme ou l'hindouisme, tu as des mantras pour te connecter, te centrer. Dans le soufisme, tu as aussi l'équivalent, en fait, la récitation de certains mots, que ce soit des noms de Dieu, que ce soit des prières, des formules sacrées, pour se reconnecter. Et c'est ça qu'on appelle le zikr, c'est de pratiquer ces mots-là. Donc la souvenance, c'est ça. Trop bien, merci pour ces explications. Et la cover? Et la cover, voilà. Alors l'idée, bah voilà, il y a le chapelet, parce que le chapelet, il accompagne en fait ces litanies, ces récitations de formules sacrées. Le costard, c'était plus quelque chose d'esthétique. Et puis, moi, j'ai choisi... Donc j'avais déjà plus ou moins une ambiance en tête. Après, c'est des discussions qu'on a eues avec la photographe Nadia Tara. Et elle a vraiment aussi amené ses idées, sa direction artistique. Dans Palmeraie, on y revient. Tu dis, finalement, c'est plus d'une femme qui m'a fait naître. Il n'y en a qu'une que j'appelle Mama. Je trace à travers d'une comme un fenêtre. Finalement, c'est plus d'une femme qui m'a fait naître. Il n'y en a qu'une que j'appelle Mama. King ici et là. Qu'est-ce que t'ont appris les femmes de ta vie? Ouf. On va faire une saison d'interviews. Qu'est-ce que m'ont appris les femmes dans ma vie? Avoir un nombre incalculable de mes défauts. À prendre conscience. Ok. Et mes qualités. Ok. M'apprendre à mieux écouter mes émotions, mieux les comprendre, mieux les exprimer, à mieux prendre soin de moi, dans mon intérieur et mon extérieur. Ouais. En gros, c'est ça. C'est déjà énorme. Ouais. Donc une place importante dans ta vie. Ouais. Et moi, j'ai grandi sans mère, j'ai perdu la mienne très très jeune, quand j'avais 7 ans. Du coup, j'ai recherché à travers mes relations amoureuses avec des femmes ou même amicales, tout le temps un peu cette mère que j'ai pas eue. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y en a plus d'une qui m'a fait naître, c'est que elles ont un peu pallié à ce manque, ce qui m'a beaucoup desservi. Bien sûr, mais c'est beau. Mais beaucoup apporté aussi. Bien sûr. Ok, magnifique. Dans Paradise, tu dis, le paradis, c'est ce que t'en fais. Qu'est-ce que t'en sais? Le cosmos nous enseigne, je m'imprègne des ancêtres. Le paradis, c'est ce que t'en fais. Qu'est-ce que t'en sais? Le cosmos nous enseigne, je m'imprègne des ancêtres. Tu sembles avoir un lien particulier avec la sagesse, le savoir et les ancêtres, justement. Explique-nous ce lien et raconte-nous quels enseignements t'ont le plus guidé dans ta vie. Je sais pas si j'ai un lien particulier. Je dirais plus un attrait, un intérêt. Mes parents, ils m'ont quand même transmis l'amour de, j'allais dire de la lecture, mais on va commencer par de l'être humain, d'une certaine forme de spiritualité par leur vécu à eux, et de la lecture. Et dans mes lectures, en tant que jeune adulte, elles se sont tournées vers la spiritualité et les différentes sagesses, en fait, qu'elles soient religieuses ou philosophiques. Donc voilà, ça c'est des sujets qui depuis l'adolescence m'intéressent et sur lesquels j'ai beaucoup lu. Maintenant, depuis quelques années, je lis beaucoup moins. J'essaie de pratiquer plus. Voilà, que ce soit par des voyages physiques et bien sûr aussi des voyages intérieurs, une forme de méditation, introspection. Et l'écriture est le moyen que j'utilise le plus pour ça.
mon plus grand moyen d'introspection, c'est l'écriture. Après, quand je dis je m'imprègne des ancêtres, ben voilà, c'est autant les ancêtres directs que sont les parents, les grands-parents. Et puis après, là, c'est toute la lignée humaine dans tout ce qu'elle peut porter en termes d'art, de philosophie, de poésie, de spiritualité. Donc tu penses que la leçon que tu en tires, c'est la curiosité ou l'ouverture d'esprit? Les deux, ouais. C'est intéressant que tu vois le voyage notamment comme une pratique, je trouve. Parce que pour moi, bien sûr, c'est une pratique, mais ça peut être aussi une forme de lecture, simplement d'un livre vivant un peu. Tu le vois comme une pratique parce que c'est dans ces moments-là que tu exerces le savoir ou la connaissance que tu as pu accumuler, notamment en lisant. Ouais, que tu exerces et que tu continues d'apprendre par l'expérience. Parce qu'apprendre le savoir par la théorie, je pense qu'il est nécessaire, mais il ne doit pas s'arrêter là. C'est vrai. J'aime bien aussi l'image de dire on peut te parler de la pomme, tu peux lire des encyclopédies sur le concept de la pomme. Tant que tu ne l'as pas goûté, tu ne sauras pas ce que c'est une pomme. Clairement. Et l'écriture, tu dis que c'est la plus grande forme d'introspection pour toi parce que ça te demande de devoir passer de l'intellectuel au concret ou du personnel à la parole. Pour quelle raison que tu... En fait, en écrivant et plus en me relisant, j'apprends énormément sur moi. Tu sais, il y a toute la part de l'inconscient. Je dis ça, et moi je sais très bien, quand je dis ça, à quoi ça fait allusion dans mon histoire. Les gens ne le savent pas forcément. Et d'où certaines questions qui permettent de mieux me percer à jour. Et quand moi, des fois, je lis ce que j'écris, j'hallucine. C'est incroyable. Je suis là, ah ouais, mais l'inconscient, il est vraiment... Je me joue des tours, je me surprends moi-même et j'apprends sur moi en écrivant. C'est intéressant. C'est vraiment un outil, c'est incroyable. Mais ça, je pense que c'est propre à l'art. L'écriture, c'est le canal, le média que j'ai choisi ou qui m'a choisi. Mais après, je pense qu'un peintre, un chanteur, même un sportif, en fait, il va tirer le même constat. Moi, je trouve que... Moi, j'aime beaucoup l'écriture et j'aime beaucoup la lecture aussi et la discussion. Et je trouve que c'est le canal qui est le plus dans le partage, réellement. Parce qu'il tend à vouloir être clair. Un peintre, il va symboliser son émotion ou ce qu'il a envie de transmettre à travers quelque chose qui va être perçu complètement différemment par n'importe qui. Et je pense que parfois l'intention d'être compris, elle passe un peu après. Tandis que dans l'écriture, il y a ce travail-là de je dois me comprendre moi-même pour pouvoir mieux vous expliquer qui je suis. Et je trouve que du coup, c'est une forme d'art qui est beaucoup dans le partage. Et quand tu parles de transmission, de sagesse, de savoir, c'est pour ça aussi que je pense qu'on aime autant le rap, hein, en vrai. T'as tout dit là. Comme ça. Dans On marche, tu dis on marche dans les pas de nos ancêtres, même si ce monde est barge, regarde sur la berge, note inscrite dans la marge ou en bas de page, lentement on émerge, puissions-nous devenir sages. On marche dans les pas de nos ancêtres, même si ce monde est barge, regarde sur la berge, note inscrite dans la marge ou en bas de page, lentement on émerge, puissions-nous devenir sages. Tout à l'heure, la question, elle parlait un petit peu des leçons que tu as pu tirer au niveau personnel de cet attrait à la sagesse et au savoir. Dans cette phase-là, tu dis plus ou moins que le monde est fou. Ouais. C'est quoi, selon toi, les notes de bas de page que l'humanité se devrait de relire? Les erreurs à pas reproduire. Parce que suite à tel ou tel événement tragique, on dit plus jamais ça. Et finalement, 10, 20, 30 ans plus tard, c'est la même, voire pire. C'est vrai. L'humain, il est très têtu. Hein. On apprend lentement de nos erreurs, en fait. Clairement. Parfois, j'ai l'impression qu'on a besoin de recul pour critiquer. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui est en train d'arriver là maintenant, l'humain a plus de difficultés à se rendre compte que ça va être quelque chose d'historique et de dramatique qui sera jugé dans quelques années. Là, je parlais plutôt au niveau global, nation, guerre, tout ça. Bien sûr, ouais. Au niveau personnel, moi, je vois. Il y a des erreurs, je vais les reproduire, des schémas, je vais les répéter, pour en comprendre quelque chose. Ah, j'en ai compris quelque chose. Et je le répète.
Et ouais. Après, voilà, il y a des choses qui changent pas, qui bougent pas. Je pense que plus tu es jeune, mieux tu peux apprendre. Au bout d'un moment, comme on dit, quelqu'un qui a un certain âge, il va continuer d'apprendre, mais ça va être beaucoup plus difficile de changer des schémas. Mais il peut transmettre. Il peut transmettre. Mais quand les habitudes, elles sont ancrées, je pense que ça va être plus difficile d'arrêter de fumer si tu fumes depuis 40 ans. Bien sûr. Que si tu as 20 ans et que tu fumes une clope de temps en temps. C'est vrai. Si tu es un gros fumeur depuis 40 ans, c'est possible, hein, ouais. Mais ça va être difficile. C'est peut-être plus dur d'arrêter de fumer quand on fume depuis 40 ans, mais par contre, je pense que c'est plus facile et pertinent d'expliquer à un jeune pourquoi est-ce que c'était un choix de merde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense ça donne une certaine légitimité. Bien sûr, on transmet aussi par les erreurs qu'on a faites. C'est ça. Mais en gros, et c'est là que je reviens à la question d'avant où je faisais le parallèle entre lecture, théorie et expérience. Moi, j'ai pas d'enfant, hein, mais dans l'éducation, j'ai beaucoup travaillé dans le travail social. Tu peux expliquer 1000 fois quelque chose à quelqu'un. Il faut qu'il l'expérimente. Ouais, tant qu'il l'a pas fait. Parce qu'il va être là, oui, je comprends avec ma tête, mais pour le ressentir avec mon cœur, il faut que je le vive. Ouais. Sinon, ça fait pas sens pour moi. Ça reste de la théorie. J'entends tes mots. Je suis d'accord avec toi que c'est pas bien de fumer. Mais il faut que je me sois fait le paquet, que je crache, que je tousse mes poumons, que j'ai plus de cardio quand je monte les escaliers pour me dire « Ah ouais, peut-être là, je me fous en l'air la santé. » Ouais. C'est intéressant, en vrai, ce parallèle entre les erreurs de l'humanité, ce cycle répétitif dramatique, et le fait que à l'individuel, on ressente qu'on fasse exactement pareil. Si moi-même, je pense avoir compris mes erreurs et puis je pense avoir évolué et en fait je retombe exactement dans les mêmes travers alors que je suis un individu, c'est pas étonnant que l'humanité en tant que groupe elle y arrive pas en fait. C'est ça. Mais je pense que c'est extrêmement important de continuer à se cultiver, de transmettre le savoir. Moi je trouve que les réseaux sociaux c'est une arme ultra importante dans la transmission parce qu'elle est beaucoup plus accessible à tout le monde. Après encore faut-il bien les utiliser. C'est vrai qu'on dirait que c'est un peu une malédiction qu'on tourne en rond, mais... Et de nouveau, tout est une question d'intention et d'intérêt. Moi, la remise en question, autant difficile que ce soit, c'est quelque chose qui m'est cher. Il y a plein de gens, ça ne les intéresse pas de se remettre en question, en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ou c'est même pas que ça ne les intéresse pas, c'est qu'ils y pensent pas. Ils y pensent même pas, moi je pense que c'est ça. C'est parfois, c'est même pas quelque chose de conscientisé ou de disponible dans les choix qu'on fait. Ouais. Voilà, bah on est bien dans la merde. Hein. Si quelqu'un est ouvert à l'évolution et au changement, on retombe encore dans ces mêmes erreurs. Et c'est aussi notre cas, hein, franchement. Ouais, voilà. Bon, faisons de notre mieux, je pense. Chacun. Dans Paradise, tu dis « Je jure sur le livre, je suis assez remonté, mais ça c'est l'ego. Si j'écoute mon cœur, je transcende mes défauts. » Je jure sur le livre, je suis assez remonté. Mais ça c'est l'ego. Si j'écoute mon cœur, je transcende mes défauts. Est-ce que tu penses qu'aucun défaut puise sa source dans le cœur? Si, il y a une autre phrase qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Mon père, il m'a dit ça au moment où il partait, où il quittait ce monde. Moi, je lui ai dit, j'ai enfin compris une phrase que tu me disais souvent, même mes erreurs, je les ai fait avec mon cœur. Dans le sens, à la base, je voulais bien faire. Mais voilà, la vie a fait que j'ai fait comme j'ai pu et que des fois, j'ai moins bien fait. Mais par contre, justement, je pense que si, quand je dis j'écoute mon cœur, je suis à l'écoute de moi-même, je me remets en question, je fais une introspection, ben en fait, transcender mes défauts, c'est pas les éliminer, c'est les transcender, c'est les accepter, dire ok, je déconne, je suis con sur ça, mais j'assure sur ça et ça. Donc c'est un tout. Les comprendre. La perfection, elle n'existe pas. De nouveau, c'est une quête, c'est ce vers quoi on tend. Tu penses que qu'est-ce qu'il faudrait en plus que des bonnes intentions, du coup? Bon, on parlait avant de pratique. La pratique de la remise en question, de l'introspection, de l'ouverture d'esprit, et d'où la curiosité, la découverte. Et
quand je disais avant que c'est plusieurs femmes qui m'ont fait naître, ça peut s'élargir à l'humanité. Chaque rencontre, elle te nourrit si tu y es attentif. Chaque interaction avec un être humain, c'est une occasion d'apprendre quelque chose sur soi et sur l'autre et d'évoluer. Mais pour autant qu'on en soit conscient et que ça soit un souhait, un leitmotiv. Ouais. C'est vrai. Ça me fait penser à certains défauts qui peuvent venir du cœur. Les plus évidents, ça peut être la gentillesse, par exemple. Le fait d'être trop gentil, ça peut devenir un défaut. Mais je pense que du coup, ce qui pourrait aussi équilibrer ce qui vient trop fort du cœur et qui du coup, par la suite, a des conséquences négatives, c'est le fait que ce soit un équilibre entre ce qu'on donne aux autres et ce qu'on donne à soi-même. Parce que je pense que la gentillesse, elle trouve un sens et un pouvoir qui est équilibré si on est gentil avec les autres, juste ce qu'il faut pour l'être encore avec soi. Je trouve que peut-être ça se trouve là-dedans. Après, il y a l'apprentissage qui est obligé, l'introspection qui est obligée, parce que pour se comprendre et savoir ce qui est bon pour soi, faut se connaître forcément. Et est-ce que c'est une gentillesse qui est de la pure bonté, ou justement c'est une gentillesse un peu surfaite pour séduire, pour être aimé? Par besoin d'amour, ouais, c'est vrai. Et on revient à l'ego. On revient à l'ego. C'est vrai, et à la connaissance de soi. De toute façon, la meilleure arme contre l'ego, je pense que c'est l'introspection, franchement. Mais pas seulement, aussi la pratique. Il faut se confronter aux autres pour savoir là où l'ego il vient se nourrir. Pour avoir le reflet. Clairement. C'est ça, hein. Les autres sont le reflet de nous-mêmes. C'est très, 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 très vrai, ça. Oui. Ouais. Je confirme. Un peu trop d'ailleurs, surtout les femmes. Dans On marche, tu dis « Quoi qu'il advienne, je ne garde que le meilleur, et si le monde devient nuit, je me ferai veilleur. » Quoi qu'il advienne, je ne garde que le meilleur, et si le monde devient nuit, je me ferai veilleur. Le veilleur, c'est celui qui surveille, non pas celui qui éclaire. Pourquoi est-ce que tu choisirais de surveiller le monde plutôt que de l'illuminer? Parce que, encore une excellente question, j'ai pas la prétention de l'illuminer, le monde. J'essaie de m'illuminer moi. Forcément, si je m'illumine moi, je contribue à l'illumination du monde. Mais sans fausse humilité, j'ai encore de la peine à concevoir ça. Par contre, veiller, c'est prendre soin. Et dans le cadre de mon travail, j'ai fait des veilles. J'ai travaillé dans des foyers d'adolescents. Et du coup, c'est prendre soin des autres, de soi, du lieu commun, de la vie en commun, du bon fonctionnement d'une maison. Le maintien de la paix. Ouais, de l'harmonie, ouais. Et je vois mon rapport au monde comme ça. La nuit, c'est pas forcément négatif. Si le monde devient nuit, c'est s'il devient sombre, moins perceptible, plus inquiétant. Je vais vouloir en prendre d'autant plus soin. Magnifique, c'est clair. Mais je vois bien du coup cette nuance entre veiller et éclairer. Et c'est vrai que ça, peut-être éclairer, ça demande une force et une envie de combat justement, plus que le respect de sa quête personnelle. Et un retour à l'humilité. Qui suis-je pour éclairer? Peut-être que le monde il va s'éclairer de lui-même, parce que de toute façon il y a une alternance de la nuit et du jour. Bien sûr. Donc moi, de jour comme de nuit, je vais juste veiller, prendre soin de moi et des autres au mieux, avec plein d'erreurs. Mais plein de bonne volonté. C'est ça. Dans Amen, Amin, Amina, tu dis « Rien à foutre d'être célèbre, je recherche l'humilité, l'appel à lucidité, je te laisse méditer sur ces quelques mots. » Rien à foutre d'être célèbre, recherche l'humilité, l'appel à lucidité, je te laisse méditer sur ces quelques mots, moi je renais. On parlait avant justement de la folie du monde et des atrocités qui se passent ces derniers temps. Et du coup, à ces quelques mots à méditer, on voulait ajouter humanité, avec justement tous les peuples en souffrance dans nos pensées. C'était simplement un petit message important à passer aujourd'hui, je pense. Très. D'autant plus. Et moi, je suis hyper content de tous les mouvements de solidarité qu'il y a et de la prise de conscience. Il faut que ça aille encore plus loin. Bien sûr. Dans la dureté pour que finalement le message y passe. Mais autant il y a plus
de prise de conscience, et notamment chez les jeunes. Et moi, ça, c'est hyper important pour moi, ça me touche beaucoup, donc ça me donne de l'espoir. Justement, c'est le verre à moitié plein. Bien sûr, il y a plein de trucs qui ne vont pas encore. Moi, je vois que les mentalités, elles changent quand même et que c'est sincère. C'est pas, ah, c'est une mode. Là, on va aller se montrer, porter un kéfier, manifester pour la Palestine. Quelque chose d'incarné. Voilà, je vois que les gens sont touchés, ont vraiment envie de manifester leur soutien. Donc, je suis d'accord avec toi. Et pour revenir à ta question, quand je dis je te laisse méditer sur ces quelques mots, comme l'autre est le reflet de soi, en fait, je me laisse méditer sur quelques mots. De nouveau, je recherche la lucidité, l'humilité. Ouais, je la recherche, c'est pas que je l'ai trouvée ou que je l'ai. C'est la quête. Bah, tu vois, tu as écrit cette phase pour nous faire méditer, te faire méditer. Et nous, on a décidé de la soulever pour les faire méditer. Donc, je prétends pas à être humble, bien sûr. Pas du tout. Je tends à être humble, vraiment. J'y tends avec beaucoup de volonté. J'ai encore beaucoup de boulot. Mais avec pas mal de réussite, je te rassure. Alors, on arrive gentiment à la fin des phases. On a encore quelques questions à te poser. On voulait te demander quelle est ta phase préférée de ton projet et pourquoi. Niveau de l'écriture? Oui. Waouh! Jusqu'à présent, c'est la question la plus difficile. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, je ne me rappelle pas, j'ai pas mon album en tête, je ne le connais pas tout par cœur. Franchement, c'est très difficile. C'est trop dur. Ouais. Ou sinon, le morceau que tu préfères. Le morceau que tu préfères dans ton projet. Et du coup, peut-être, tu trouveras la phrase. Je dirais que mes deux préférés, c'est Palmeraie et Amen, Amin, Amina. Je ne saurais pas dire une phase. Mais je dirais, je pense que dans Palmeraie, c'est celui où je me confie le plus, où l'humain ressort. Amen Amin, je dis plein de choses, mais je suis encore dans la phase. Je pense Palmeraie, il y a plus de phase. S'il y a du flow, ben c'est cadeau, parce que c'est pas ça qui a été recherché. C'est le morceau où tu t'es le plus surpris toi-même en le relisant. Ouais. Ça se sent, en tout cas. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux jeunes artistes qui nous regardent? Continuer, lâchez rien. C'est que le travail qui paye, en fait. Pas reposer sur ses acquis. Évoluer, se remettre en question. S'inspirer de tout ce qui se fait, donc se tenir au courant, mais pour trouver sa propre identité. Pour moi, c'est pas gênant qu'au début, j'aime pas forcément le mot carrière, mais qu'au début de ton parcours artistique, tu t'inspires énormément de quelqu'un, même que ça passe presque pour du plagiat à un moment, mais c'est normal. Il faut ça serait même bête de pas le faire, peut-être. Il faut des modèles, il faut des cadres de référence. Mais ça, c'est le début. Après, il faut dépasser ça, en fait, et puis trouver son identité. Pour moi, les plus grands artistes, c'est ceux qui sont le plus uniques. C'est pas forcément les plus talentueux, mais en fait, leur talent, c'est d'être unique. Et ça fait la différence, parce qu'on va pas se cacher. Si on parle de rap, il y a énormément de clones. Il y a plein de rap qui se ressemblent, en fait. Même les acronymes des blazes, ils se ressemblent. Les musiques se ressemblent, les thématiques, les mots. C'est pas très intéressant, c'est pas très riche. C'est quelqu'un qui va proposer tout autre chose, qui casse les codes. Tout le monde est là, waouh, ok, ouais. Lui, elle, fait la différence. Puis, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'avant qu'on voit qu'on est bon, bah, il faut déjà qu'on nous voit. Et du coup, pour qu'on nous voit, je pense qu'il y a plus d'intérêt à être original et à essayer de provoquer quelque chose qui fait que les gens ont envie de nous regarder. Et ensuite, faut qu'il y ait du fond aussi, bien sûr. Mais... Puis croire en soi. Moi, ce que je dirais à des jeunes artistes, croire en soi et être dans la constance. Quand je disais avant, pas reposer sur ses acquis, c'est cool. T'as fait un album, t'as eu de la visibilité à un moment, ok. Continue. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis de s'inspirer des grands et que c'est normal au début de le faire parce que je trouve parfois il y a justement un peu
un jugement très fort sur le fait de « Ah, mais tu ressembles trop à ci, tu ressembles trop à ça ». Et moi, je trouve qu'en fait, justement, ce serait bête de ne pas le faire. Et à un moment donné où si on voit l'art comme un grand mouvement, c'est prétentieux de vouloir construire un escalier tout seul de son côté à partir de zéro. Pour moi, je pense qu'il faut monter tout en haut et essayer d'ajouter ta marche. Et c'est peut-être ça la meilleure manière de faire, mais d'ajouter ta marche, effectivement. Est-ce que tu trouves qu'à Genève, il y a quelqu'un qui a justement trouvé sa voix et qui a son originalité? Plusieurs. Il est unique. Plusieurs. Pour moi, le plus original... Franchement, il y a beaucoup d'exemples, parce que maintenant, il y a tellement d'artistes. Mais moi, quand je dis ça, je pense à As, de Marrakech Street. Pour moi, ce que fait As, dans l'écriture, et aussi dans le flow, après, il s'est vachement actualisé. Mais dans l'écriture, si tu écoutes ce que ce gars dit, il a un univers, mais à lui. Il est vraiment, comme on dit, il est seul dans son délire. Mais c'est génial. Moi, bon, c'est un très bon ami aussi, donc j'ai beaucoup de respect humain pour lui. Mais artistiquement, pour moi, il est tellement original. Il n'y en aura pas deux comme lui. Pourtant, il a son école. Il a une génération qui s'est inspirée de lui et ça se ressent. Mais ce que lui a créé, c'est unique. Ok. Bah, shout out à As, alors. Ouais. Après, il y en a d'autres. Hein. Moi, je suis très, très, très fan d'un Maïro. Ouais. Par exemple, pour moi, c'est vraiment un de ceux que je place, je pense, mon rappeur suisse préféré en ce moment. Et lui aussi, je le trouve très, très unique. Je trouve que ce qu'il propose ne ressemble à personne. Pas ne ressemble à rien, au contraire, à personne. C'est vraiment... C'est du haut niveau. Ouais. Très, très haut niveau, effectivement. Après, je trouve que c'est carrément un peu le propre des jeunes voix, d'être uniques et originaux, justement, en comparaison à ce qui... C'est pour ça que je dis, la shit, ces deux-là, dans l'originalité, c'est les deux premiers noms qui me viennent, mais en fait, il y en a d'autres. Ouais. Ils ont tous, je trouve, cette patte qui est justement pas comme les autres. Souvent, tu pourrais écouter un artiste genevois sans savoir qu'il est genevois et presque te demander s'il est genevois, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc qui s'entend pas mal. Si on regarde, tu vois, du Runa, du Makala, du Slinka, ils ont tous un truc quand même spécial. Ils ont tous une identité incroyable. Ouais. À qui est-ce que t'aimerais faire une dédicace aujourd'hui? Eh ben, à Lou et Carmel de Arkema. Trop chaud. Merci 1000 fois. Merci à vous. Beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères dans notre ville, à Genève? Qu'est-ce que Là, tu parles pas d'artistique, en général. En général. Dans la ville. Ouais. On travaille un peu pour l'office du tourisme. Les gens, en vrai. C'est beau, ça, comme réponse. Tu vois, le jet d'eau, en soi, il m'importe peu. Dans les lieux, j'aime beaucoup, moi, par exemple, le bain des Paquis. Ah oui. Voilà. Mais non, ce que j'aime à Genève, c'est les gens. Il y a plein de choses qui m'agacent, mais il y a des belles personnes. C'est vrai, c'est très vrai. Et question finale, quel artiste est-ce que tu verrais passer dans ce format? Et est-ce qu'il y a une phase que tu as en tête sur laquelle tu voudrais qu'il s'explique? Moi, j'aimerais que tous les artistes que j'apprécie passent dans ce format. Je trouve ce format hyper cool. Merci. Et justement, j'aimerais bien que vous invitiez des As, des Maïro, des Oji Brax, les gars de mon collectif, Benny Bastos, Fuego Flex, Fluide. Est-ce que vous connaissez Fluide? Il est en featuring sur ton projet. Dans les gens uniques et vraiment avec une écriture très, très profonde, très consciente, très engagée. Il y a Fluide aussi. Ok, ouais. Trop bien. T'es créatif dans tes textes, t'arrives à défendre ta pensée. Comment est-ce que tu le seras dans une mise en situation un peu dans la vie? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est un peu... Là, c'est dur parce qu'on vient de parler de sincérité pendant 1h30. C'est la sincérité. Déjà, je me confonds en excuses. Et ça sera sincère quand je dirais c'est pas mon genre, parce que ça m'arrive vraiment très rarement. Mais personne n'est à l'abri d'une panne de réveil. Là, je chercherai même pas à me justifier ou quoi. Je dirais waouh.
j'ai complètement foiré, je suis super désolé. Est-ce qu'on peut faire ça à un autre moment ou est-ce qu'on peut faire ça de manière plus courte pour pouvoir atteindre l'objectif? Est-ce que je peux t'inviter à manger, entre guillemets, en dédommagement ou je sais pas. Donc, meilleure disquette pour toi, c'est la sincérité. Et la bouffe. Et la bouffe, oui, quand même, une petite part de... Magnifique, trop bien. Bah, merci On dit beaucoup. que manger, ça réunit les gens. C'est vrai, ça apaise l'estomac, le cœur, exact. C'était le Appelle ton baveux de Rox. Merci infiniment à toi pour ta confiance, ton temps, ta sincérité. Merci à toi, ta sagesse, merci à vous. Ta transmission. Je prétends pas avoir de la ton sagesse. humilité. Non plus. Non, je rigole. Je peux pas le mettre plus mal à l'aise qu'en disant tout ça. On a dit que j'étais en quête. On a dit que je suis... Pour la sincérité dans ta quête, on va dire ça. Continuez, comme d'habitude, de soutenir les passionnés, les artistes de la ville et d'ailleurs, les Québécois aussi. Gros big up aux Québécois. Merci à tous de nous suivre et de nous donner de l'amour. Ciao. Trop bien, merci beaucoup. C'est trop bien, je crois que c'est la meilleure interview que j'ai faite de ma vie. Mais non. Alors, ça, c'est vraiment un honneur. Bah oui, mais parce que c'est génial. On parle de ce que j'écris, donc c'est le plus important. Wow. C'est là où je me sens le plus considéré comme un artiste, en fait. Tu vois. Bah, merci. Ça donne de la force à ce qu'on fait. Trop.